Mes parents m'ont menti, Noël n'est pas annulé, ils célèbrent sans moi. Derrière la porte, j'écoute leur trahison. Alors que je m'apprête à entrer, une voix m'arrête, le vrai spectacle va commencer. Le vent glacial me mordait le visage alors que je restais figé sur le perron de ma maison d'enfance. Je m'appelle Sophie. J'ai 30 ans. Mais cette nuit-là, je me sentais comme une enfant naïve. Je venais de recevoir un SMS de ma mère affirmant que notre traditionnelle soirée de Noël était annulée car leur situation financière était incroyablement difficile en ce moment. Ignorant complètement ce message, j'avais décidé de venir quand même pour déposer les cadeaux que j'avais soigneusement emballés pour tout le monde. En arrivant dans le quartier, j'ai immédiatement remarqué que l'allée était complètement remplie de voitures, tandis que toute la maison brillait de lumières festives éclatantes. Je me suis approché discrètement du perron et je me suis posté juste devant la porte d'entrée que quelqu'un avait laissée légèrement ouverte. En regardant à travers l'étroite fente, j'ai vu mes parents et ma sœur lever joyeusement leur coupe de champagne au centre du salon. Ma sœur, Maëlle, a fait teinter sa coupe contre celle de ma mère, Josiane, avec un sourire de triomphe éclatant. Joyeux Noël. C'est tellement mieux sans Sophie. Entendre ces mots cruels de la part de ma propre chair et de mon propre sang a instantanément fait bouillir mon sang. J'ai levé les mains pour pousser la porte et les affronter, face à face, dans leur dégoûtante hypocrisie. Au moment où mes doigts ont touché le bois, une main ferme a soudainement surgi des ombres derrière moi et m'a tiré en arrière brusquement. Une voix grave et familière m'a chuchoté à l'oreille, me mettant en garde de ne pas révéler ma position tout de suite. Reste calme. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Pour suivre mon parcours et voir comment je démantèle systématiquement cette trahison impitoyable de ma propre famille, n'hésitez pas à vous abonner. Reculer dans les sombres ombres de l'allée, loin du perron lumineux, fut comme se réveiller d'un terrible cauchemar. La main ferme qui m'avait tiré de la porte d'entrée appartenait à mon mari, Marc. C'est un avocat d'affaires très observateur qui m'avait discrètement suivi ce soir-là, car son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas du tout avec l'annulation soudaine de la fête. Marc a gardé la voix basse tout en me guidant plus loin dans la rue, vers l'endroit où il avait garé son véhicule hors de vue. Il m'a expliqué très clairement que forcer la porte à ce moment-là ne ferait que leur permettre de manipuler le récit pour me faire passer pour une agressive déchaînée. Marc a souligné qu'entrer de force dans le salon sans aucune préparation concrète leur donnerait simplement l'occasion parfaite de jouer la carte de la victime devant tout le quartier. Ils nieront toute intention malveillante et feront comme si vous aviez gâché un dîner privé et tranquille, a chuchoté Marc en déverrouillant la porte côté passager pour que je puisse monter. Une fois que nous étions assis en sécurité dans l'habitacle silencieux de sa voiture, il a finalement révélé la véritable raison pour laquelle il enquêtait sur la situation dans mon dos. Au cours des dernières semaines, Marc avait remarqué des divergences très suspectes concernant les marges bénéficiaires des 3 magasins de détail que j'avais confiés en toute confiance à mes parents pour qu'ils les gèrent. Les chiffres des revenus avaient chuté de manière significative sans explication logique ni changement des conditions du marché local. Il soupçonnait que quelqu'un détournait délibérément des fonds des comptes d'exploitation pour payer des dépenses personnelles. C'était absolument écœurant de réaliser que mon père Claude et ma mère Josiane finançaient actuellement leur somptueuse fête de fin d'année avec les revenus de l'entreprise que j'avais bâtie si durement. Pire encore, c'était la mère prise de conscience qu'ils profitaient de ce luxe volé aux côtés de ma sœur Maëlle, qui n'avait jamais contribué un seul centime à l'entreprise familiale. Une vague de colère féroce a brûlé dans ma poitrine quand j'ai imaginé Maëlle faisant teinter ses verres avec papa et maman dans cette maison confortable. Je voulais désespérément retourner dans cette allée pour exiger des comptes pour chaque euro manquant qu'ils avaient pris à mon entreprise. Cependant, Marc a posé une main ferme sur mon épaule pour me rappeler que nous avions besoin de preuves légales solides avant de porter des accusations formelles contre eux. Les confronter sans documents financiers irréfutables ne ferait que leur donner la chance de brouiller les pistes et de manipuler le reste de nos proches pour qu'ils prennent leur parti contre moi. Prenant une profonde inspiration pour calmer mon pouls qui s'accélérait, j'ai réalisé que son approche logique était le seul moyen de protéger véritablement mes biens durement acquis d'une exploitation ultérieure. J'ai acquiescé avant de boucler ma ceinture de sécurité tandis que Marc démarrait le moteur pour nous éloigner de cette scène trompeuse. Pendant le trajet tendu de retour vers notre propre maison, nous avons commencé à esquisser les toutes premières étapes d'un plan juridique complet pour recueillir les preuves nécessaires. Marc a suggéré que nous effectuions un audit interne complet des comptes des magasins dès le lendemain matin pour voir exactement où les profits manquants étaient détournés. J'ai accepté de télécharger en toute sécurité tous les relevés bancaires ainsi que les factures des fournisseurs avant que mes parents ne puissent réaliser que nous examinions activement leurs opérations quotidiennes.
Nous avons discuté de la vérification des registres de paie pour nous assurer qu'aucun employé fictif n'était utilisé pour vider davantage les comptes. Nous savions que reprendre le contrôle total de mon entreprise exigerait une patience absolue plutôt qu'un éclat émotionnel rapide ce soir. Nous devions construire un dossier juridique en béton qui ne leur laisserait absolument aucune échappatoire face aux conséquences inévitables. Le lendemain matin, Marc et moi avons immédiatement accédé au serveur central hébergeant les bases de données financières des 3 magasins de détail situés à Bordeaux. Assis ensemble dans notre bureau à domicile, nous avons passé la première heure à télécharger l'historique complet des paiements aux fournisseurs et des dépenses opérationnelles couvrant les 12 derniers mois. Nous devions examiner chaque transaction individuelle pour comprendre exactement combien de revenus avaient été siphonnés des opérations quotidiennes. Les 3 sites de Bordeaux étaient censés être les piliers fondamentaux de mon entreprise, générant un revenu stable que j'avais confié à ma famille. Voir les données brutes exposant leur vol a brisé les dernières illusions que j'avais sur leur loyauté envers notre famille. Nous avons rapidement découvert un schéma clair de fausses factures et de retrait d'espèces non autorisées, tous directement approuvés et signés par Claude. Il avait délibérément créé des fournisseurs fantômes facturant des frais mensuels pour des services de maintenance qui n'avaient jamais été réellement effectués dans aucun des points de vente. Marc a pris l'initiative de recouper les adresses de facturation de ces prétendues sociétés de maintenance à l'aide du registre public des propriétés sur son ordinateur. Nous avons découvert que les adresses enregistrées appartenaient à des parkings vides ou à des bâtiments abandonnés plutôt qu'à des sièges sociaux opérationnels légitimes en ville. Grâce au logiciel de comptabilité de son cabinet d'avocats, Marc a tracé chaque euro redirigé transitant par ses comptes de fournisseurs frauduleux. Il a fallu plusieurs heures de rapprochement de données entre les grands livres des magasins et les numéros de routage bancaire pour exposer la destination finale des fonds volés. Regarde ses journaux de virement. Il finance ses habitudes de jeu depuis des mois, a dit Marc en pointant une colonne surlignée montrant des dépôts hebdomadaires directement acheminés vers des casinos en ligne. Je n'arrive pas à croire qu'il vide l'entreprise que j'ai bâtie juste pour couvrir ses dettes, ai-je répondu en fixant les preuves qui clignotaient sur l'écran. Il sacrifiait la stabilité d'une entreprise prospère pour protéger quelqu'un qui refusait de prendre la responsabilité de ses propres choix financiers. Pour nous assurer de ne pas les alerter accidentellement de notre enquête, j'ai pris mon téléphone pour envoyer à Josiane une salutation de fin d'année standard, comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Presque immédiatement après avoir appuyé sur envoyer, l'écran de mon téléphone s'est illuminé avec un long message d'elle se plaignant de leurs difficultés financières et implorant ma sympathie. Lire ces messages sur ses difficultés à payer les factures de services publics, tout en sachant qu'elle transférait activement des milliers d'euros à Maël, m'a fait tordre l'estomac. J'ai ravalé mon dégoût et tapé un bref message de sympathie pour maintenir l'illusion de mon ignorance quant à leur tromperie continue. Je me suis forcé à poser le téléphone face contre terre sur le bureau pour ne pas être tenté de l'appeler et de lui crier la vérité au récepteur. Reportant notre attention sur les écrans, Marc a commencé à imprimer chaque relevé de transaction pour créer une trace écrite physique pour notre prochaine confrontation. Le son rythmique de l'imprimante produisant page après page de preuves incriminantes a rempli la pièce tandis que nous restions dans un silence complet. Il a soigneusement organisé les piles de reçus de fournisseurs et les relevés de virements bancaires correspondant dans un classeur juridique qui tiendrait devant n'importe quel tribunal. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici dans ces documents, m'a assuré Marc en rangeant le lourd classeur dans sa mallette verrouillée pour le garder en sécurité. Nous détenions enfin la preuve concrète de leur trahison et nous devions simplement attendre le moment où ils viendraient me demander une autre somme d'argent. Nous savions pertinemment que leur dette de jeu actuelle les forcerait bientôt à nous contacter avec une autre urgence fabriquée, nécessitant mon aide financière dans les prochains jours. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré d'un appel inattendu de mes parents exigeant une réunion urgente dans un café tranquille à la périphérie de la ville. Ils ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une urgence absolue nécessitant mon attention immédiate en plein milieu de ma journée de travail chargée. En entrant dans le café presque vide, j'ai aperçu Claude et Josiane assis dans un coin, affichant des expressions de profond stress et d'épuisement soigneusement construites. Ils avaient choisi une table isolée loin des fenêtres pour s'assurer que notre conversation reste entièrement privée de tout passant. Avant même que je puisse commander une boisson, ils ont entamé une présentation répétée sur la nécessité d'un afflux massif de liquidités pour garantir un investissement immobilier commercial lucratif. Selon leur histoire fabriquée, cette opportunité commerciale soudaine générerait enfin suffisamment de revenus passifs pour sortir toute notre famille de nos difficultés financières actuelles. Papa s'est penché sur la table avec un regard désespéré pour souligner à quel point le moment était critique pour leur prétendue aventure. Nous n'avons besoin que de cet investissement, Sophie. Cela changera tout pour notre famille,
a-t-il plaidé en faisant glisser un morceau de papier avec un montant spécifique en euros écrit dessus. En regardant la serviette pliée, j'ai instantanément reconnu le chiffre exact qu'ils me suppliaient de fournir pour leur fausse affaire immobilière. L'argent demandé correspondait, jusqu'à la décimale exacte, à la dernière dette de jeu que Maël avait accumulée dans les casinos clandestins la semaine précédente. Marc m'avait déjà briefé sur ce solde impayé spécifique après avoir intercepté un autre lot de factures numériques envoyées à ses comptes offshore hier matin. Au lieu de réagir avec la colère explosive à laquelle il s'attendait probablement, j'ai gardé une expression parfaitement neutre tout en croisant les mains sur la table en bois. D'évitant calmement la conversation de leur projet d'investissement imaginaire, je me suis concentré directement sur les opérations commerciales existantes qu'ils étaient censés gérer. Où est exactement le profit des 3 magasins que je vous ai confiés à tous les deux, ai-je demandé en regardant directement ma mère dans les yeux sans cligner. Les interrogeant délibérément sur la forte baisse des revenus mensuels, j'ai exigé une explication logique pour l'envolée des dépenses de maintenance que nous avions récemment constatée. Leur confiance soigneusement répétée s'est instantanément brisée sous mon examen direct concernant les points de vente qu'ils vidaient activement depuis plusieurs mois consécutifs. Claude a commencé à bégayer, essayant de blâmer le ralentissement économique local pour le manque soudain de marge de détail rentable. Josiane s'est décalée inconfortablement sur sa chaise, évitant continuellement mon regard et remuant nerveusement sa tasse de café noir complètement froide. Réalisant que leurs excuses financières logiques ne parvenaient pas à me convaincre, ils ont rapidement abandonné la stratégie défensive et ont directement basculé vers une manipulation psychologique agressive. Ma mère a élevé la voix suffisamment fort pour attirer l'attention du barista travaillant derrière le comptoir de l'autre côté de la pièce. Tu es si égoïste d'interroger tes propres parents alors que nous luttons pour survivre, a-t-elle sifflé avec un véritable venin imprégnant son ton. Ils se sont relayés pour me réprimander, me traitant de fille froide et calculatrice qui se souciait plus des marges bénéficiaires que de soutenir sa propre chair et son propre sang pendant les moments difficiles. Écouter ces accusations cruelles et entièrement injustifiées sortir de leur bouche a finalement rompu le dernier fil de loyauté familiale dans mon cœur. Les voir protéger farouchement Maël tout en essayant activement de me manipuler pour financer son style de vie destructeur a révélé leur véritable caractère au-delà de tout doute. J'ai réalisé qu'il n'y avait absolument plus aucun espoir de sauver cette relation toxique par une communication raisonnable ou l'établissement de limites financières plus saines. Sans dire un mot de plus en réponse à leurs insultes croissantes, j'ai simplement pris mon sac à main et repoussé ma chaise de leur table. Tournant le dos à leurs exigences déraisonnables, je suis sorti directement par la porte d'entrée du café, sous le soleil de l'après-midi, sans hésiter une seule fois. En montant dans ma voiture, mon esprit était incroyablement clair car ma décision finale de les exclure définitivement de ma vie était officiellement prise. Ce même soir, je suis rentré dans notre maison tranquille, me sentant complètement épuisé par l'épuisante confrontation au café. Laissant tomber mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine, je suis allé directement au salon et me suis effondré sur le confortable canapé à côté de Marc. J'ai raconté toute la réunion désastreuse, détaillant comment ils avaient défendu agressivement Maël tout en exigeant le montant exact nécessaire pour couvrir ses dettes de jeu clandestines. Je veux bloquer tous les comptes demain matin et les empêcher complètement d'accéder au magasin, lui ai-je dit en fixant l'écran de télévision sombre. Marc a immédiatement secoué la tête et s'est penché pour arrêter ma réaction impulsive avant que je ne puisse contacter le directeur de l'agence bancaire pour initier le blocage. Il a expliqué méticuleusement que couper leur accès financier sans aucune explication publique leur donnerait l'avantage ultime dans le récit familial. Marc a souligné que Claude et Josiane iraient simplement voir tous les parents et amis mutuels pour me dépeindre comme une fille avide, abandonnant ses parents en difficulté. Il déformerait délibérément les faits opérationnels pour faire passer mon retrait financier soudain pour un acte de cruauté non provoqué, motivé par un pur égoïsme. Si tu le fais discrètement, ils manipuleront l'histoire et joueront les victimes auprès de tous ceux que nous connaissons, a averti Marc en me tendant un verre d'eau froide pour aider à calmer mes nerfs. Il a proposé une approche beaucoup plus calculée qui leur ôterait définitivement la capacité de manipuler la vérité ou d'inventer de nouvelles excuses. Nous devions leur infliger une conséquence publique directement devant leur père et mes partenaires commerciaux influents, de sorte qu'il n'y ait absolument aucune place pour le déni. Nous avions l'occasion parfaite qui se présentait ce week-end prochain lors de mon gala annuel de remerciements d'entreprise prévu à l'hôtel de luxe du centre-ville. D'accord avec son approche juridique stratégique, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et composé le numéro de Josiane avant de pouvoir douter du plan. Quand ma mère a répondu au téléphone avec un ton visiblement froid, je me suis forcé à ravaler le reste de ma fierté et à projeter une voix très apologétique.
J'ai fait semblant de ressentir une immense culpabilité concernant mes questions dures au café plus tôt cet après-midi, affirmant que le stress de la gestion de l'entreprise avait temporairement obscurci mon jugement. Je suis désolé de vous avoir douté tout à l'heure. J'aurai le chèque d'investissement complet prêt au gala d'entreprise, ai-je menti avec fluidité en regardant Marc, assis en face de la table basse en bois. L'hostilité glaciale dans sa voix a disparu instantanément en entendant la promesse définitive d'un paiement financier massif qui leur serait livré sitôt. Elle a immédiatement adopté un ton mielleux, me comblant soudain de fausse gratitude et louant ma générosité en tant que fille merveilleusement aimante qui soutenait toujours sa famille. Josiane a accepté avec empressement l'invitation formelle pour toute la famille à assister à ce prestigieux événement d'entreprise ce samedi pour recevoir les fonds d'investissement en personne. En raccrochant l'appel après avoir confirmé les détails de l'événement, un froid sentiment de détermination absolue s'est emparé de moi alors que je posais le téléphone face contre terre sur le coussin du canapé. Pendant que mes parents célébraient très probablement leur victoire de manipulation facile, Marc et moi sommes retournés au bureau à domicile pour commencer à organiser l'épreuve numérique. Nous avons passé le reste de la nuit à compiler soigneusement les factures de fournisseurs frauduleuses et les journaux de transfert des casinos offshore dans une présentation fluide. Marc a transféré les documents physiques scannés sur une clé USB cryptée portable pour s'assurer que les fichiers sensibles resteraient sécurisés jusqu'au début de l'événement. Nous avons systématiquement arrangé les relevés bancaires accablants dans un format de diaporama chronologique que n'importe qui pourrait facilement comprendre sans avoir besoin d'un diplôme en comptabilité. J'ai personnellement vérifié que le nom de chaque faux fournisseur créé par Claude correspondait parfaitement au retrait correspondant de nos comptes d'entreprise. Nous allions nous assurer que les fichiers de données visuelles étaient parfaitement optimisés pour le grand écran numérique situé juste derrière la scène principale du lieu du gala. Ce samedi soir-là, la grande salle de bal de l'hôtel du centre-ville était remplie de mes partenaires commerciaux et investisseurs les plus influents. Debout près de l'entrée, j'ai vu Claude, Josiane et Maël entrer d'un pas assuré dans le lieu élégant, vêtus de vêtements de créateurs coûteux qu'ils avaient sans aucun doute achetés avec mes bénéfices de vente volée. Ils se comportaient avec un sentiment écrasant d'arrogance non méritée, se mêlant agressivement aux divers dirigeants et fournisseurs réunis dans la pièce. Tenant une coupe de champagne en cristal, ma mère a activement cherché mes principaux distributeurs régionaux pour se vanter bruyamment de leurs prochains gains financiers. Elle a délibérément élevé la voix pour s'assurer une attention maximale de la foule environnante de professionnels fortunés vêtus de tenues de soirée. Nous sommes si fiers d'annoncer que Sophie étend enfin notre gestion de succursale ce soir, a proclamé Josiane en désignant grandement mon père et ma sœur debout à proximité. L'entendre répandre ces mensonges absolus à mes collègues professionnels a resserré ma prise autour du microphone posé sur le podium principal. Ils étaient complètement convaincus de m'avoir manipulé avec succès pour leur remettre une autre fortune massive afin de couvrir leurs dettes souterraines cachées. Attendant que le personnel de la restauration ait fini de servir le plat principal, j'ai tapoté le microphone pour attirer l'attention de la salle de banquet bondée. Le silence s'est rapidement installé alors que des centaines de visages se tournaient vers la scène éclairée où je me tenais seul sous les projecteurs. J'ai formellement invité mes parents et ma sœur à s'avancer au centre de la pièce pour recevoir leur cadeau spécial de remerciement d'entreprise. Au lieu d'un chèque, j'ai une présentation d'un genre différent pour ma famille à partager avec tout le monde, ai-je annoncé avec fluidité en regardant directement dans les yeux avides de mon père. Supposant que je créais simplement du suspense pour un versement public massif, Claude a conduit avec confiance Josiane et Maël directement sur les escaliers tapis pour se tenir juste à côté de moi. Ils souriaient d'un air suffisant à l'audience en attendant que je leur remette les fonds d'investissement d'entreprise imaginaire. Sans rompre le contact visuel avec ma sœur, j'ai subtilement fait un signe de tête à Marc, assis à la table de devant avec son ordinateur portable connecté au système audiovisuel. Il a instantanément appuyé sur la touche exécutée de son clavier pour activer l'écran LED géant positionné directement derrière le podium principal. Le mur entier s'est soudainement illuminé avec des images haute résolution de leurs factures de fournisseurs frauduleuses affichées juste à côté des journaux de transfert de casinos correspondants. La preuve numérique indéniable de leur vol continu était projetée en lettres massives pour que chaque partenaire commercial et investisseur puisse la lire clairement. Un lourd silence est immédiatement tombé sur la vaste salle de bal alors que les invités traitaient rapidement les relevés financiers accablants clignotant sur l'écran lumineux. Le tableur mettait en évidence les numéros de routage exacts reliant mes comptes de vente aux détails d'entreprise directement au dépôt de jeux offshore de Maël au cours des 12 derniers mois. Réalisant que toute leur opération trompeuse était diffusée aux personnes les plus importantes de mon industrie, mes parents ont physiquement reculé d'horreur absolue. « Éteignez cet écran tout de suite. Vous humiliez votre propre chair et votre propre sang, a crié Claude frénétiquement en agitant les bras vers l'équipe technique assise dans le coin arrière.
Je suis simplement resté ferme à côté du podium et j'ai complètement ignoré ses demandes désespérées de cacher la vérité flagrante au public silencieux. L'humiliation publique indéniable a fait perdre à Maëlle le peu de sang-froid qui lui restait alors qu'elle commençait à hurler de manière incontrôlable devant les reçus de casino projetés. Son explosion hystérique n'a fait qu'attirer davantage de regards dégoûtés des cadres d'entreprise qui chuchotaient maintenant tranquillement entre eux à propos de l'abus de confiance flagrant. Ma mère est devenue complètement pâle en se couvrant le visage des deux mains pour bloquer la dure réalité de leur exposition publique. Incapable de supporter la honte suffocante d'être démasquée devant la communauté des affaires locales, Claude a attrapé Josiane par le bras et s'est frayé un chemin à travers la foule. Maëlle les a rapidement poursuivis en pleurs alors qu'ils traversaient frénétiquement les lourdes doubles portes en bois et fuyaient l'hôtel sans se retourner. Dès le lendemain matin, le bruit violent de coups lourds sur ma porte d'entrée a résonné dans les couloirs silencieux avant même que le soleil ne se soit entièrement levé au-dessus de l'horizon. Claude et Josiane étaient venus chez moi dans un état de fureur absolue, hurlant les insultes les plus viles et exigeant que je publie immédiatement une rétractation publique pour la nuit précédente. Fermement campé derrière la porte vitrée verrouillée du foyer, je les ai observés via le flux de la caméra de sécurité tandis qu'ils arpentaient mon allée privée comme des animaux en cage. Ils affirmaient frénétiquement que j'avais fabriqué les documents financiers et intentionnellement saboté leur réputation par une forme tordue de vengeance personnelle. Josiane a commencé à frapper ses poings contre les panneaux de verre renforcés en hurlant hystériquement que je leur devais des excuses formelles et une compensation financière massive pour l'embarras public. Ouvrez cette porte immédiatement et réparez les mensonges que vous avez répandus sur nous la nuit dernière, a rugi Claude en frappant du pied la base de la porte avec suffisamment de force pour déclencher l'alarme de sécurité silencieuse dans la cuisine. Je suis resté complètement immobile dans l'ombre du couloir, refusant de leur accorder la réaction émotionnelle ou la confrontation physique qu'ils cherchaient si désespérément à provoquer. J'ai sorti mon smartphone de ma poche et composé le numéro des services d'urgence tout en gardant ma voix calme et dénuée de toute chaleur familiale persistante. Regardant directement l'objectif de la caméra pour qu'ils puissent voir mon manque d'hésitation, j'ai parlé clairement dans le combiné pour signaler 2 intrus agressifs refusant de quitter ma propriété privée. Si vous ne quittez pas ma propriété dans 10 secondes, la police vous escortera, les ai-je avertis via le système d'interphone externe avec un ton aussi froid que la glace hivernale. Reconnaissant les lumières bleues d'une voiture de patrouille s'approchant du bout de la rue de banlieue, ils se sont finalement retirés dans leur véhicule et ont filé en hurlant une dernière salve de grossièreté. Au milieu de l'après-midi, cependant, leur stratégie est passée de l'intimidation physique à une campagne coordonnée de dénigrement sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. Josiane et Maëlle ont commencé à publier de longues vidéos larmoyantes et des histoires fabriquées se présentant comme les victimes au cœur brisé d'une fille au sang-froid et ingrate. Elles ont menti éhontément sur les arrangements commerciaux, affirmant que j'avais illégalement saisi leurs biens durement acquis et laissé mes propres parents vieillissants complètement démunis sans aucune raison légitime. Ces publications malveillantes ont rapidement gagné du terrain auprès de parents éloignés et de connaissances occasionnelles qui étaient impatients de consommer le drame sensationnalisé sans connaître les faits financiers sous-jacents. Au milieu de cette tempête toxique de jugement public et de vitriol en ligne, ma meilleure amie Chloé est arrivée chez moi, portant 2 grandes tasses de café et un sac de déjeuner. Elle a contourné les piles de courriers non lus sur le porche et est venue directement dans le salon pour s'asseoir près de moi sur le canapé. Chloé pouvait voir que je luttais pour maintenir mon calme en regardant le nombre de notifications sur mon téléphone grimper à des centaines alors que des inconnus attaquaient mon caractère. Ne lis pas ces commentaires, Sophie. Ils sont juste désespérés et essaient de t'entraîner vers le bas, a insisté Chloé en prenant doucement le téléphone de mes mains et en le posant face contre terre à l'extrémité de la table basse. Elle a passé les heures suivantes à discuter de sujets neutres et à me rappeler les preuves irréfutables que nous avions déjà obtenues dans les dossiers juridiques de Marc. Sa présence m'a fourni l'encre émotionnelle essentielle dont j'avais besoin pour rester rationnel et éviter de tomber dans le piège de répondre à leurs provocations en ligne pathétiques. Avec le soutien constant de Chloé, j'ai pu ignorer le bruit numérique et confier toute l'autorité à Marc pour initier la phase finale de notre contre-attaque. Il a passé la soirée à finaliser les ordres formels de cessation et d'abstention ainsi que les poursuites civiles complètes pour détournement de fonds et diffamation. Marc a systématiquement préparé les documents juridiques nécessaires pour mettre fin définitivement à leur accès à mon entreprise et récupérer chaque centime qu'ils avaient siphonné dans les comptes de jeu de Maëlle. La pièce semblait étrangement paisible alors que nous étions assis ensemble, sachant que nous nous dirigions enfin vers une résolution permanente qui déracinerait leur influence de ma vie pour toujours. 2 semaines plus tard, la tempête chaotique de diffamation sur les réseaux sociaux et de harcèlement familial a finalement commencé à s'apaiser sous le poids de l'intervention juridique agressive de Marc. En tant que mon principal représentant légal,
il a émis des ordres formels de cessation et d'abstention, accompagnés d'une plainte de plusieurs millions d'euros pour détournement de fonds criminels et diffamation. Claude et Josiane ont été contraints de supprimer chaque publication malveillante et chaque vidéo larmoyante de leur profil de réseaux sociaux dans les 24 heures pour éviter une arrestation immédiate pour leurs activités illégales. Les documents juridiques officiels portaient une autorité absolue, révoquant de manière permanente leurs droits de gestion sur les 3 magasins de détail à Bordeaux qu'ils avaient systématiquement exploités pendant des années. Ils ont perdu chaque centime des revenus frauduleux qu'ils avaient détournés vers les comptes de jeux offshore de Maël, les laissant complètement exposés à leurs dettes massives impayées. Sans mes subventions financières constantes pour la protéger, les obligations de jeu de Maël ont officiellement mûri, entraînant de graves répercussions légales et des agents de recouvrement agressifs arrivant à leur porte quotidiennement. J'ai pris la décision définitive de changer mes numéros de téléphone personnels et de bloquer toutes les méthodes de communication restantes de mes proches biologiques toxiques. Je me suis éloigné de ces liens de sang sans la moindre trace de culpabilité déplacée ou de sympathie persistante pour des personnes qui ne m'avaient vu que comme un compte bancaire sans fond. Debout sur le perron de ma maison, j'ai pris une profonde inspiration de l'air frais du matin et j'ai souri en réalisant que ma nouvelle vie avait enfin commencé. J'ai ressenti un profond sentiment de liberté absolue et de paix intérieure en me tenant aux côtés de Marc, la seule personne qui avait constamment protégé mes intérêts tout au long de cette épreuve. Nous n'étions plus liés par les ombres de leur manipulation. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais envisager l'avenir sans le poids suffocant de leurs exigences financières constantes.